Carnet de bord, USCSS Miranda, 8h30. Enregistré par le capitaine Charlies. Après avoir quitté Anchor Point, nous sommes en route pour Tedus. Naturellement, nous avons déjà des ennuis. D'ordre domestique cette fois. Reed est encore monté à bord ivre, et Nat lui a collé un coup de poing en pleine figure. Il a peut-être le nez cassé. Je suis intervenu avant que ça ne s'envenime. J'ai signé pour être capitaine, pas parent. Bonjour à tous, ici Aznar et aujourd'hui je vais vous aider à préparer votre histoire. Aujourd'hui on attaque enfin le kit de démarrage d'Alien, le jeu de rôle. Nous allons nous attarder dans cette première vidéo sur la première partie du livre qui est intitulée L'enfer est dans l'espace, qui est très intéressante. C'est une présentation de l'univers proposé par ce kit de démarrage et plus globalement par le jeu de rôle Alien. Le bouquin est bien foutu. La première partie nous met directement dedans et on va voir comment cela est fait. C'est très intéressant. Le livre de règles est destiné autant à la personne qui va diriger la partie qu'à ses victimes. Donc ici, zéro spoil, vous pouvez y aller en toute liberté. Donc déjà, ce qu'il faut souligner, c'est l'esthétique et l'ambiance. La vidéo a été introduite par un petit texte qui est directement issu donc, de cette première partie. Je vous ferai la lecture d'un journal de bord en début de chacune des vidéos consacrées à cet ouvrage, donc le livre de règles. Donc il y aura 5 textes d'ambiance qui vous mettront un peu en suspense sur ce qu'il se passe dans le vaisseau fictif de ce livre d'introduction seulement. Ce petit journal de bord de capitaine met bien en relief la vie de l'équipage, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le lire en début de vidéo. La première partie, donc l'enfer est dans l'espace, est très bien faite. Déjà, esthétiquement parlant, le bouquin est magnifique, donc ça aide à se mettre dans l'ambiance. Toutes les pages sont en entre guillemets couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des pages qui sont juste noires avec des étoiles et du texte qui va être mis dans des encadrés pour faire un peu informatique, mais il y a également des illustrations qui sont magnifiques, issues directement de tous les artworks autour d'Alien, hein, il y a de quoi faire, et vraiment ça nous met bien dedans. Il y a des descriptions dans la première partie de l'univers dans lequel évoluent les personnages. Ce qui est intéressant dans ces descriptions, c'est qu'on retrouve bien ce monde corporatiste pourri qui fait des expériences, qui sacrifie ses colons, qui... Vraiment, on est dans quelque chose d'assez ignoble, bien dans l'univers d'Alien. Hein, on est dans une vibe de ça va être horrible, mais on fait avec. Et je trouve ça très intéressant. Le jeu est vraiment un univers d'horreur. En fait, c'est même pas le jeu qui est un jeu d'horreur, c'est l'univers qui est un jeu d'horreur. Tout ce qui est dedans, en fait, va forcément être perverti, détraqué, sombre à un moment donné. La trahison est possible dans ce jeu entre les membres de l'équipage. À savoir qu'en fait, chaque victime a ses objectifs et qu'il est parfois plus important d'accomplir ses objectifs que d'aider ses camarades. Parfois. C'est quand même un jeu collaboratif, hein, ça reste du jeu de rôle, mais il y a des fois où, comme dans les films aliens, en fait, un personnage va faire un truc qui va faire péter un câble à tout le monde, mais parce que le personnage doit le faire à ce moment-là par rapport à ce qu'il est, au-delà de l'esprit d'équipe, de tout ça. Par exemple, si vous jouez un savant fou et que le savant fou, il a été payé par une corporation pour récupérer un échantillon de xénomorphe, et ben lui, il va essayer de piquer un échantillon de xénomorphe discrètement. Peut-être qu'il se fera prendre, peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais en gros, il va prendre un méga risque, il va mettre en danger son équipage, et ça fait partie des objectifs du personnage. Je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne, mais il y a un système d'objectifs de personnage qui est très conseillé pour le mode cinématographique, pas forcément pour le mode campagne. Je reviendrai sur cette histoire de mode cinématographique et campagne dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, c'est très clair, c'est très simple. Là où le livre est très riche, c'est qu'il a des descriptions qui sont très courtes sur les territoires, sur les compagnies, sur comment ça se passe dans l'espace, comment ça se passe dans le vaisseau et tout. C'est très court, mais c'est très efficace. Ça donne beaucoup d'idées. C'est vachement bien pensé. Ça a été travaillé très clairement. On a affaire à des options qui vont stimuler l'esprit. Les meneurs et les meneuses, en lisant ça, peuvent avoir un paquet d'idées qui leur viennent à exploiter en cours de partie. Que ce soit pour du one-shot ou pour de la campagne, il y a des thématiques qui sont très intéressantes, qui donnent envie. Et ça, c'est super bien. C'est super bien. On a une double page qui présente une frise chronologique de comment l'humanité a évolué de 2023 à 2180, année du jeu. C'est bref, c'est simple, c'est efficace, c'est pas extraordinaire, mais ça permet de se dire, donc on est passé de ça à ça, comme ça, pourquoi pas.
C'est intéressant. Il y a une présentation de ce qu'ils appellent les carrières, mais je trouve que l'appellation est mauvaise. Voilà, je le dis. L'appellation les carrières à la frontière est mauvaise. Je dirais plutôt les castes à la frontière éventuellement, ou les niveaux sociaux, pas les carrières. Parce qu'en fait, on ne parle pas d'un métier, mais on parle vraiment d'un rôle dans la société. Là, il y a 4 exemples de carrières possibles. Il y a les colons, il y a les camionneurs de l'espace, les convoyeurs de l'espace, ce sera mieux, les marines coloniaux et les agents de compagnie. Et bien sûr, ils peuvent tous entrer en interaction avec les uns avec les autres, mais les convoyeurs de l'espace vont principalement vivre dans l'espace, ils vont probablement avoir leur propre vaisseau, avoir leur vie de mercenaires un peu, que ce soit des transporteurs de marchandises, que ce soit des transporteurs de containers et ils posent pas de questions. Enfin, là on a vraiment une ambiance avec donc les différents membres qui peuvent contenir un équipage, en sachant que les équipages dans l'univers d'Alien sont généralement restreints, on va compter une dizaine de membres à tout casser. Chaque personne est vitale au vaisseau, même s'ils peuvent pas se blairer, en fait oui le technicien c'est un connard, mais le technicien sans lui le vaisseau il plante, donc on le garde. Il va y avoir les colons, donc pareil sur une colonie, tout le monde est indispensable. Il va y avoir les Marines qui vont être un peu plus axés autour de la confrontation, mais même dans un corps d'armée, il y a tout un tas de rôles possibles. Il va y avoir les agents de compagnie, donc là qui vont carrément être des agents privés, donc dans le secteur privé. On va peut-être être plus dans la négociation, dans ce genre de choses, mais on garde quand même peut-être un esprit plus Shadowrun avec l'esprit corporate, agent de l'ombre, tout ça, faut voir. Faut explorer, c'est des pistes. Là, le kit d'initiation ne permet pas de créer son personnage. Le kit d'initiation, il fournit des personnages jouables. On peut se servir de ça pour se dire « Ah, je vais créer un perso comme ça et tout », mais sans le livre de règles, clairement, je pense qu'on est vite limité dans les possibilités. Le jeu est assez intéressant, il a ses petites originalités. Donc déjà, il insiste grandement sur le fait de vraiment s'investir dans son personnage. Là, c'est pour les victimes. Dites-vous que vous allez incarner des gens qui vont être seuls, perdus, ils n'auront que sur qui compter, et parmi eux, il y a peut-être des traîtres. Donc ça va être... c'est un jeu un peu paranoïaque. C'est un jeu qui est claustrophobique. C'est un jeu où, en gros, votre personnage va être soumis à un stress croissant, à une terreur cosmique, et qui va probablement finir soit fou, soit mort, soit un peu les deux. Vous allez incarner littéralement une personne destinée à vraiment souffrir. Faut pas essayer de se mettre dans l'esprit de je vais jouer le méga badass de la mort qui tue. Je joue un humain dans l'espace qui est tout seul et dans la merde. Si on prend les films Alien, Ripley, c'est qu'une gonzesse qui fait tout ce qu'elle peut pour survivre face à une horreur. C'est pas... Je parle dans le premier Alien, par la suite ça devient un peu différent, mais c'est pas Rambo dans l'espace. C'est une femme qui fait tout ce qu'elle peut pour survivre face à l'horreur absolue. Et c'est ça qui fait que le personnage de Ripley est attachant. C'est que c'est une battante, c'est tout ça certes, mais c'est avant tout une humaine. Et là, vous allez jouer des humains, dont beaucoup vont mourir. Vous avez la possibilité en cours de jeu de prendre un nouveau personnage, tellement vous allez prendre cher. Vous inquiétez pas, jouez votre personnage à fond. S'il doit faire une crise de panique et tirer dans les murs, quitte à mettre en danger tout le monde parce qu'il est terrorisé, c'est pas grave. Vous allez jouer un personnage dans une situation extrêmement dure et préparez-vous à interpréter ça. Un personnage, comment il va réagir face à l'horreur? Comment il va... Parce que oui, vous pouvez avoir un personnage qui va réagir de manière vaillante, qui vous dites, voilà, vous êtes mis dans l'état d'esprit de non, mais c'est quelqu'un de courageux, de brave, qui va être prêt à se sacrifier pour les autres. Donc voilà, vous allez jouer une espèce de héros. Vous pouvez aussi avoir un lâche qui fera tout pour survivre, quitte à s'enfermer tout seul dans la seule pièce qu'il pense sûre du vaisseau. Bien sûr, il y aura le xénomorphe juste à côté de lui, sinon c'est pas drôle. Voilà, ce que je veux dire, c'est préparez-vous dans l'interprétation de votre personnage à penser à sa personnalité et à comment il va essayer de survivre. Est-ce qu'il va prioriser les autres? Est-ce qu'il va se prioriser lui? Ce genre de choses. Il faut avoir ce questionnement-là quand on est victime sur ce jeu en one-shot. En mode campagne, je vais y aborder ça après, mais pour du one-shot, le setup base c'est un one-shot. Réfléchissez à ça quand vous prenez le personnage. Quel genre d'individu c'est? Pour les meneurs et meneuses, il y a une possibilité d'interaction offerte par le jeu avec vos victimes sans péter le quatrième mur. Ça c'est cool. Donc l'intelligence du vaisseau qui s'appelle Mother. Mother peut parler aux victimes. Pas de manière directive, mais peut leur donner des informations en fonction de l'état de Mother, bien évidemment, de ses capteurs, de tout ça. Mais donc vous avez la possibilité de communiquer des indices, des informations capitales à vos victimes sans péter l'ambiance. Ça fait même partie de l'ambiance. Quelque chose du genre capitaine. Il reste très exactement 8 minutes et 43 secondes avant l'autodestruction du vaisseau.
Capitaine, les signaux vitaux de Jenkins se sont arrêtés. Ce genre d'information, en fait, que vous allez pouvoir transmettre aux victimes. Et ça, c'est cool. C'est très intéressant. Tous les univers ne proposent pas ça, et d'ailleurs toutes les parties d'Alien ne proposeront pas ça. Là, no spoil, hein, l'aventure se passe dans des vaisseaux, donc dans les vaisseaux, il y a les unités Mother qui peuvent communiquer. Bien sûr, classiquement, vous allez aussi jouer les autres PNJ et tout, mais le fait est que vous avez la possibilité, dans le vaisseau, de transmettre des informations à votre équipage, et ça, c'est plutôt cool. Alors, pas en permanence, hein. Faut être sur l'ordinateur pour avoir les informations. Mais quelqu'un qui est sur l'ordinateur va pouvoir recevoir toutes les informations et ça c'est cool. Donc Mother c'est une IA. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui peut aider les victimes. Donc depuis tout à l'heure je parle des modes de jeu. Il y en a deux. Donc il y a le mode qu'ils appellent cinéma. Moi j'appellerais ça le mode court métrage et franchement ça va être brutal. Attention les enfants. Et le mode campagne. Le mode campagne il n'est qu'évoqué dans le kit de démarrage. Il n'est pas détaillé. Des retours que j'ai eus, le mode campagne va se dérouler un peu comme une campagne de Cthulhu. C'est-à-dire, on va évoquer les gros monstres, genre le xénomorphe, on va parler des choses bizarres, mais on va pas le mettre avant la fin, parce que la créature est trop létale, et par conséquent, à partir du moment où elle est là, ça va être soit elle, soit les victimes, mais il n'y aura pas de prisonniers, pas de négociation, rien. Ce sera un massacre total jusqu'à la destruction de la créature ou la mort de tous les personnages. En mode cinéma, pardon, en mode cinéma, pas court-métrage, court-métrage c'est mon appellation, vous avez directement, donc comme dans le film, le monstre est... Vous arrivez, en fait, les victimes sont dans une situation qui va être claustrophobique, où il y a des horreurs qui peuvent les tuer à une vitesse dévastatrice pendant la partie. Littéralement, les personnages peuvent mourir en un coup. Voilà, terminé. Il n'y a pas de oui, mais non, 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 non. En fait, tu te prends l'attaque, t'es déjà en situation de t'es en train de te vider ton sang, si on ne soigne pas, t'es mort. À ce niveau-là, le mode cinéma, il est d'une brutalité radicale. Je trouve qu'il est également vital pour se mettre dans l'ambiance de ce one-shot. Le jeu est dur, il est violent, il est cruel, il est impitoyable, comme l'univers d'Alien. Dans plein d'autres jeux, je ne pense pas que j'apprécierais cela, mais dans un jeu qui reprend l'univers d'Alien pour l'adapter, effectivement, la létalité absolue et la faible chance de survie de ne serait-ce qu'un personnage est pour moi capital pour qu'on s'entende bien sur le jeu. Le bouquin parle également et insiste dessus, et là j'invite vraiment les victimes et le meneur ou la meneuse à se pencher sur cette petite page, qui est la page 18 dans mon bouquin, qui est les thèmes essentiels. En gros, ça vous rappelle, ça vous remet en tête à quoi vous jouez. Et là, c'est vraiment en 3 encadrés de même pas 4 lignes. Hein. C'est vraiment 3 encadrés très efficaces, mais l'horreur spatiale. L'horreur, déjà dans Cthulhu, quand vous êtes dans la merde, votre seul objectif c'est de retourner en ville, c'est-à-dire d'aller là où il y a des gens. L'horreur dans l'espace, il n'y a pas de gens. À partir du moment où l'horreur est là, il n'y a plus que vous, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a plus de refuge. Soit vous supprimez la menace, soit la menace vous supprime. Ça change tout, c'est ultra claustrophobique l'horreur dans l'espace. C'est pour ça que c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que il y en a qui vont se sentir très oppressés et pas à l'aise sur ce genre d'univers et qu'il ne faut pas se forcer à y jouer. C'est vraiment, psychologiquement parlant, l'horreur spatiale est très dure, on est seul. C'est la solitude absolue qui est l'horreur. Et ça insiste sur ce fait. Ensuite, mettre en avant le fait que l'action se passe dans un décor de SF. Donc faut pas hésiter à aller dans la description, à tenter de mettre en avant le cadre visuel esthétique de l'univers d'Alien. Et le bouquin insiste beaucoup là-dessus tout au long dans les descriptions. Le côté étriqué, souvent, obscur, les ombres. Est-ce qu'on a vu quelque chose bouger ou est-ce qu'on a imaginé qu'on a vu quelque chose bouger, ce genre de choses. L'action dans un décor qui est très étrange, très métallique, très froid. Et enfin, il va y avoir l'émerveillement. Mais l'émerveillement au sens global. C'est-à-dire, Alien propose quelque chose d'extraordinaire. Horrible, souvent, mais même quand c'est pas horrible, ça reste du gigantisme, ça reste magnifique. Même l'horreur est belle. Le xénomorphe, il est dégueulasse et étonnamment esthétique. Mais dégueulasse. Mais esthétique. Et donc, en fait, il faut rester sur ce côté magnifique, même dans l'horreur. Et enfin, donc, le bouquin va vous parler des choses qui vont être donc le matériel fourni par le kit de démarrage. Matériel qui est tout ce qu'il y a de plus complet. Dans les kits de démarrage, celui-là, il est honnête. On a une très grosse map, qui est cool. On a 2 bouquins qui sont bien foutus. Voilà.
vais vous les présenter, donc je peux le dire. Ils sont bien foutus. On a des dés qui sont plutôt cool, très stylés, une vingtaine de dés de souvenirs. Et on a des cartes, donc les cartes qui vont servir justement à distribuer les objectifs aux victimes. Mais ça, j'y reviendrai sur la partie one-shot, pas sur cette partie-là. Ensuite, bien évidemment, le classique, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Moi, je vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je peux vous dire, mon avis sur ce bouquin, donc ne serait-ce que l'introduction, la présentation de l'univers, à mon sens, et je peux me tromper, mais pour moi, c'est une réussite totale. On est mis directement dans l'ambiance en 20 pages. C'est pas mal. 20 pages pour vraiment nous plonger. Et puis 20 pages, pas blindé de texte, hein. C'est très aéré. C'est vraiment juste ce qu'il faut pour vous dire, vous allez jouer à ça, ça se passe comme ça, c'est sombre à ce point-là. C'est super bien fait. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Carnet de bord, USCSS Miranda, 10 heures. Enregistré par le capitaine Charles. On dirait que Reed est descendu pour dormir et oublier, tandis que Nat a saccagé la cambuse et s'est enfermé dans leur cabine. S'il ne s'agissait pas des meilleurs techniciens que je connaisse, je les balancerais par le sas. La deuxième partie du livre est consacrée aux personnages. C'est très important comme concept et cette partie va surtout être destinée aux victimes, mais également aux meneurs ou à la meneuse, afin de réfléchir à comment vont vivre les personnages. Premier point très important à noter, c'est le seul, à mon sens, point noir du kit de démarrage, mais c'est un point noir qui m'agace un peu, qui m'oblige à sortir mon imprimant, qui m'oblige à faire une petite recherche de 3 minutes sur internet, mais ça me gonfle quand même. Les fiches de personnages du kit de démarrage sont jolies, mais c'est de la merde. Voilà, je le dis. Donjons et Dragons, ils ont sorti des feuilles blanches cartonnées dégueulasses, elles sont 1000 fois mieux. Pourquoi? On peut gommer. Dans un jeu de rôle où on t'annonce que ton personnage va probablement très probablement et très rapidement mourir, le fait de ne pas pouvoir gommer pour écrire directement les stats d'un deuxième personnage, c'est débile. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave. C'est mon reproche que je fais sur l'ensemble du kit. C'est le seul truc que je vois à reprocher, mais je trouve que c'est un gros bémol. Parce que vraiment, dans un jeu de rôle létal, le fait de ne pas penser à mettre des fiches de personnages, ne serait-ce qu'en mettre qu'une qu'on peut imprimer, en fait. Là, non, c'est des fiches de personnages, elles sont entièrement, elles sont décorées, elles sont machin et tout, elles sont très travaillées, c'est très bien. Mais du coup, elles sont pas utilisables. C'est quand même con. Donc effectivement, le jeu va permettre donc de jouer différents personnages. De base, dans un jeu de rôle, on peut jouer tout un tas de personnages. Donc ici, je le rappelle, il y a un système de carrière. Donc le carrière, c'est le milieu social d'où t'es extrait le personnage. Simplement. Il faut savoir qu'avant de jouer, vous allez soit vous inscrire pour le mode cinéma, soit pour le mode campagne. Là, on est dans le kit de démarrage, donc il n'y a que des personnages qui sont destinés au mode cinéma. Autrement dit, à faire des actions d'éclat et mourir. C'est ça l'avenir des personnages en mode cinéma. Ils vont faire des belles actions et ils vont mourir. Donc les fiches de personnages vont être divisées en plusieurs choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 caractéristiques, 4 attributs, 2 physiques, 2 mentaux. Les valeurs des caractéristiques sont comprises entre 1 et 5 et ils vont également avoir jusqu'à 12 compétences qui vont être comprises entre 0 et 5. Carac plus compé, ça fait un pool de dés à lancer pour savoir si on arrive à faire ce qu'on entreprend ou pas. Les personnages auront également des talents. Les talents vont donner des bonus ponctuels sur des points précis. Ça va également donner de la personnalité au personnage et ça va également permettre de bien définir son rôle dans le groupe. C'est intéressant. Les victimes peuvent être amenées à interpréter un androïde. Les androïdes ne suivent pas les mêmes règles que les humains. C'est très intéressant et très important à avoir ça en tête dès le début. Dans le jeu, dans l'univers d'Alien, il y a des androïdes et les androïdes ne sont pas humains. Ils répugnent l'humanité déjà parce qu'ils sont pratiques, ils sont même parfois indispensables à la survie du vaisseau, mais ils sont répugnants aux yeux de l'humanité. Un androïde va être physiquement plus puissant, psychologiquement parlant non impactable, mais par contre, ils vont avoir également des désavantages. Mais par contre, ils vont être supérieurs sur bien des points aux autres personnages pour survivre. Et ça, c'est cool. Donc votre personnage, comme dans Cthulhu, on est sur cet esprit de 2 barres de vie.
une barre de santé pure, donc en gros quand vous prenez des tatanes, ça tape dans la santé, et une barre de stress, donc en gros c'est l'état psychologique de votre personnage. Si vous connaissez Cthulhu, c'est le principe de la santé mentale. Et là par contre, ils ont créé un système de panique qui est très intéressant. Donc en gros, plus vous avez de stress, plus vous vous jetez de dés qui peuvent vous foutre dans la panade, mais également qui augmente vos chances de réussite. Vous vous jetez plus de dés, techniquement parlant. Mais sauf que quand vos dés de stress indiquent un 1, vous entrez potentiellement en état de panique et donc pouvez potentiellement perdre, temporairement du moins, le contrôle de votre personnage. Ce qui est pénible. À savoir, le stress va monter, peu importe ce que vous faites. De base, le simple fait d'être dans certaines situations fait que le stress monte. Donc c'est pas grave de vous dire « Ah, je prends le risque de prendre un point de stress ». De toute façon, ça va monter. Vous êtes en mode cinéma. Votre personnage va très probablement mourir. Faites absolument tout ce que vous pouvez pour vous en sortir, quitte à prendre le risque de faire monter votre stress. Faut pas hésiter. C'est peut-être même votre seule et unique chance. Parce que si vous êtes stressé, vous lancez plus de dés. Donc, très important. Au-delà de l'aspect santé-survie des personnages, les personnages vont également avoir ce qui s'appelle des objectifs personnels. Ces objectifs sont secrets. Je ne sais pas comment cela fonctionne en mode campagne, je sais uniquement comment cela fonctionne en mode cinéma, donc pour les one-shots. Ce système est très intéressant. Je ne sais pas s'il plaira à tout le monde, moi je le trouve cool, c'est ce qui compte à mes yeux, et j'espère que mes victimes apprécient autant la chose, parce que moi je trouve ça très intéressant. Le principe des objectifs personnels, c'est que votre histoire va être divisée en plusieurs actes. Dans le kit d'initiation, il y a 3 actes. À chaque acte, chacun de vos premiers rôles, donc le premier rôle, on va vraiment dire le personnage principal joué par vos victimes jusqu'à ce que ce personnage meure et qu'il prenne un personnage secondaire. Voilà. Le personnage principal, chaque personnage principal va avoir un objectif par acte. Les cartes d'objectifs sont distribuées et sont secrètes au début de chaque acte. Vos victimes vont peut-être réussir à accomplir leurs objectifs. À la fin d'un acte, toutes les victimes rendent leurs cartes d'objectifs, on mélange, on regarde, et les victimes qui ont réussi à accomplir leurs objectifs vont gagner des points de récit. Les points de récit sont capitaux pour la survie de l'équipage, et ça tombe bien parce que théoriquement au premier acte nous n'avons pas de point de récit, au deuxième acte on en a potentiellement un, et ainsi de suite jusqu'au grand finish, et les points de récit vont donner des réussites automatiques à vos victimes. C'est donc vital d'en avoir au moins un ou deux, ne serait-ce que de garder son dernier point pour réussir à partir in extremis par le sas avant que l'alien nous attrape. Voilà, c'est bête, mais avoir ce point-là, le point de récit qui fait qu'on va s'en sortir, c'est important. Les objectifs personnels, comme l'indique le nom, sont personnels et peuvent donc aller à l'encontre du groupe. C'est là où le jeu de rôle Alien marque sa particularité. On a un esprit de collaboration, on est obligé de travailler ensemble pour survivre, mais nos personnages vont avoir leurs objectifs propres. Et parfois, les objectifs d'un personnage vont vraiment foutre dans la merde l'ensemble de l'équipage. Et ça, c'est cool. Enfin, moi, je trouve. D'ailleurs, c'est très bien résumé par une règle supplémentaire que moi, je trouve très intéressante. C'est que chaque personnage a un camarade et un rival. C'est pas obligatoire de le mettre, mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que dans l'équipage, vous dites, lui, c'est mon camarade, lui c'est mon rival, et bien sûr il faut pas que, là par contre c'est là où il faut faire attention, faut pas qu'il y ait de, faut pas qu'il y ait de bouton noir, faut pas que tout le monde soit camarade entre eux et qu'il y en a un, tout le monde est son rival, quoi, ça c'est pas possible. Faut faire une espèce de passe à 10, tout le monde participe et tout le monde s'amuse de la même manière. Moi c'est mon avis, il faut que tout le monde puisse s'amuser sur le sujet. Le jeu prévoit du JCJ, c'est-à-dire que justement l'accomplissement d'un objectif peut énerver le groupe, il peut donc y avoir une confrontation entre les joueurs, il peut y avoir un meurtre. Ça fait partie de l'univers des films aliens. Je vous invite vraiment à bien regarder comment se passe l'ambiance au sein des équipages des films aliens pour voir à quel point la tension peut monter très vite. Ça peut vous permettre de vous dire à quel point ça peut rapidement être létal entre vos personnages. Les personnages vont avoir un équipement limité par 2 choses. La première, ce qu'il y a dans le vaisseau. La deuxième, ce qu'ils peuvent porter. Ceci est très bien résumé dans le livre de règles, il n'y a pas de souci. Donc vous avez tout simplement ce qui va être consommable. C'est horrible, je ne vais même pas m'attarder tout de suite sur la... Ah, si, on va s'attarder tout de suite sur la règle du consommable. Donc en gros, les denrées consommables ont une valeur de réserve. Par exemple, 5. À chaque fois que vous utilisez un objet qui a une valeur de réserve, vous lancez un nombre de dés de stress égal à sa réserve. À chaque fois que vous obtenez l'icône du facehugger, vous perdez un point de réserve. C'est à chaque fois que vous faites un 1.
Ça fait qu'en fait, sur un malentendu, vous utilisez un objet une fois, plus de batterie. C'est dommage, c'était le détecteur de mouvement, il venait de détecter quelque chose dans la pièce juste à côté. Ah, c'est con. Ben voilà, c'est le risque en fait, c'est vous avez des objets consommables qui sont réellement consommables et consommables à l'arbitraire par le dé. Je trouve ça génial. Et ces objets consommables peuvent être des objets du groupe. Hein. Ça peut être con comme ça, hein. Ça peut être dommage. Donc il y a l'encombrement, donc en gros il y a un système pour éviter de porter de manière trop lourde, trop d'équipement sur tout le monde. On est limité dans ce qu'on peut trimballer. C'est logique. Et il y a également la notion d'objet fétiche. Donc la notion d'objet fétiche est très importante. Donc en gros, c'est en général un petit truc qu'on a sur soi qui nous aide à nous recentrer. Et donc si on a un peu de temps et qu'on peut sortir son objet fétiche pour se rassurer, en gros, ça permet de diminuer son niveau de stress. C'est très important quand ça commence à vraiment monter, de sortir sa petite peluche et de se poser dans un coin. Il faut avoir donc un peu de temps pour utiliser l'objet fétiche. Hein. C'est pas juste je sors la photo, ça va mieux. C'est voilà, je prends du temps, j'essaie de me rappeler pourquoi je me bats, pourquoi tout ça, qu'est-ce que j'essaie de faire pour m'en sortir et tout. Et ça permet donc de faire retomber la barre. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc sur les personnages, on va vraiment insister sur le fait qu'ils sont dans une situation difficile, qu'il n'y a strictement rien qui va les aider, qu'ils vont même se mettre des bâtons dans les roues entre eux. Ce que j'en pense, ça n'est pas idéal pour beaucoup de jeux, c'est parfait pour Alien. Ce système de jeu où tout est contre vous, y compris vos alliés, c'est l'esprit Alien. Ça ne collerait pas à plein d'autres systèmes. Mais pour Alien, c'est génial. Carnet de bord, USCSS Miranda, 15h09, enregistré par le capitaine Charles. Nous avons engagé la propulsion supraluminique après 14h30 et nous nous préparons à entrer en hypersommeil. Personne ne sait dans quel trou est allé se fourrer Reed et nous ne pouvons pas entrer dans les frigos sans lui. Je n'avais pas besoin de ce genre de conneries. Nous attaquons la troisième partie du livre de règles du kit de démarrage d'Alien, le jeu de rôle, toujours pour essayer de voir d'un point de vue de meneur ou de meneuse, et là également de victime, comment utiliser un manuel de jeu de rôle. Les compétences du jeu sont plutôt limitées. On en a 12, c'est très peu pour un jeu de rôle, et en même temps, pour un jeu de rôle d'horreur qui propose de jouer quasiment du court-métrage, c'est plus que suffisant. Chaque personnage a 4 attributs, chaque attribut a 3 compétences qui lui sont rattachées. Les personnages n'ont pas toutes les compétences. Quand un personnage n'a pas de valeur dans une compétence, il utilise son attribut brut. À savoir qu'il y a certains tests qui ne peuvent être faits que si on a le matériel requis en plus de voir l'attribut et la compétence. Bien évidemment, c'est plutôt logique. Par exemple, pour faire du combat à distance, il faut une arme à distance. Ça peut paraître con, mais c'est mieux quand on a les bons outils, tout simplement. Le système de règles est plutôt simple, mais très dur. Dans la partie précédente, j'ai parlé des réussites automatiques que l'on peut gagner grâce aux points de réussite. Et vous allez voir à quel point ils vont se retrouver vitaux maintenant. En gros, quand on doit faire un test de compétences, on jette un nombre de dés égal, comme je viens de le dire, à son attribut, à la valeur de compétence qu'on a et à l'éventuel bonus que l'on a qui traîne. Vous avez également les dés de stress qui doivent être ajoutés à tous les tests que vous faites. À partir du moment où vous avez un niveau de stress, vous lancez un dé de stress en plus de tous vos dés. Les dés de stress peuvent potentiellement ajouter des réussites, mais peuvent provoquer des tests de panique. Très important à noter. Pour réussir un test, si vous n'utilisez pas les dés du jeu, sachez que ce sont des D6 basiques. Les dés de stress doivent être d'une couleur différente. Tous les dés, sans aucune exception, les 6, ça indique des réussites. Les dés de stress, les 1, indiquent un moment de panique. C'est aussi bête que ça. Vraiment, le système est aussi simple que ça. Pour avoir des réussites, il faut faire des 6 avec des D6. Un test est réussi à partir du moment où on obtient une réussite. Et les réussites excédentaires vont apporter des résultats bonus variables. Là où les échecs sont intéressants, et où là le livre de règles est vraiment bien foutu, c'est de plus en plus qu'on voit ce genre d'idées dans les jeux de rôle, et je trouve que c'est vraiment bien. Là ils ont un petit onglet qui s'appelle l'art de l'échec. Quand on se loupe à son test,
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas réussi le test, ça merde. Et parfois, c'est triste, parce qu'il faut faire des 6. Les 6, ça sort pas comme ça tout le temps. Hein. Voilà. Et bien là, ce qui est demandé, c'est d'expliquer au meneur ou à la meneuse pourquoi qu'on a raté. En fait, c'est quelles vont être les conséquences de l'échec. Voilà. Si on devait résumer, on demande... Enfin, il est attendu des victimes qu'elles expliquent comment elles ont merdé. Et il faut que ça reste logique et cohérent. Par exemple, une victime trouve un fusil, essaye de tirer, n'a pas vu qu'elle n'avait pas retiré le cran de sécurité. Et donc elle va dire, voilà, en fait, j'ai pas réussi à tirer parce que, en fait, j'avais pas retiré le cran de sûreté. Ok. Seulement, autre situation. La victime vient de tirer, a touché sa cible, une deuxième cible arrive, elle rate son tir. Elle peut pas dire, j'ai pas mis le cran de sûreté. Non, elle dit, là, j'ai complètement foiré mon tir, et j'ai tiré... derrière la créature ou à côté, j'ai tiré dans le sol. Enfin, expliquer en fait ce qui s'est passé. Elle a paniqué, donc elle a tiré, elle s'est loupée. À comment elle s'est loupée. Et en gros, c'est ça qu'on attend dans l'explication, c'est de donner une explication cohérente par rapport à la situation sur le craquage. C'est pas juste ça n'a pas marché, c'est j'ai mal fait. Et ça va avoir une conséquence probablement soit négative, soit impactante. En gros, on a tenté de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Et ça peut être banal, mais de manière très bête, vous jouez au foot, vous tapez dans le ballon, vous avez tenté de le mettre dans le but, c'est passé par-dessus, le ballon est allé sur la route. Bah voilà, c'est ça qui s'est passé, vous avez raté. Ou alors, vous avez glissé dans l'herbe et vous êtes pété la gueule. Vous avez raté. Dans un cas, vous avez tiré à côté, dans l'autre, vous êtes gaufré. Dans les deux cas, vous avez échoué et vous êtes dans une situation défavorable. Dans la première, il faut aller chercher le ballon, dans la deuxième, il faut se relever et on a mal au cul. Ça va être cet exercice d'improvisation qui va être demandé aux victimes au moment de leurs échecs. Et je trouve ça très intéressant, puisqu'il va y avoir très probablement beaucoup d'échecs. Comme je le dis, hein, il faut faire des 6 pour réussir ces tests. Et ça, je trouve que d'un point de vue purement narratif, c'est très intéressant. Alors, il y a un tableau de pourcentage statistique de chances de réussite, mais statistique, hein, voilà. Sachez qu'il y a une règle qui est très cool, qui s'appelle forcer le test. Deux choses à savoir quand on veut forcer le test. D'une part, quand on ne peut forcer un test qu'une seule fois. On s'est loupé, on relance, et si on se reloupe, c'est con. Mais c'est comme ça. De plus, quand on force un test, une fois qu'on a forcé le test, qu'on l'ait réussi ou pas, on va augmenter le niveau de stress du personnage. Donc, par la suite, après avoir forcé un test, on a un point de stress en plus. On peut forcer le test comme on veut, quand on veut. C'est-à-dire, on peut avoir réussi un test, mais le forcer quand même. Quand on force un test, on reprend tous les dés qui n'ont pas indiqué de réussite et on les relance. Donc en fait, quand on est dans une situation où il y a une créature monstrueuse qui est en train d'emmener son camarade à l'écart et qu'on a un seul tir pour arrêter la créature, même si on a fait une réussite, on peut dire non, je force le test, je vais essayer d'avoir d'autres réussites pour augmenter les dégâts. C'est une option. Et c'est là où forcer le test peut aussi venir pour améliorer une réussite. Donc le niveau de stress, comme je l'expliquais, va monter tout le temps au cours du jeu. Tout au long de l'histoire. Plus on avance dans l'histoire, plus le niveau de stress monte. En fait, à part l'utilisation une fois par acte de l'objet fétiche qui va permettre de diminuer de 1 le niveau de stress, le niveau de stress ne fait que monter. Plus ça va, plus on panique, plus on a peur. Et donc, quand on obtient le symbole du facehugger sur ces dés de stress, on va devoir faire ce qui s'appelle un test de panique pour savoir si notre personnage perd le contrôle ou pas. On reviendra sur cette règle plus tard, mais toujours est-il que plus on va avancer, plus on va être confronté à des difficultés qui vont faire monter le niveau de stress, et plus le niveau de stress va engendrer de la panique. C'est la mécanique du jeu. À savoir que des tests de panique peuvent être déclenchés par des visions également. Quand on voit quelque chose de particulièrement perturbant, on a aussi un test de panique automatique à faire. Parce que le jeu est impitoyable. Il est très encouragé par le bouquin de jeu à décrire les actions que l'on entreprend le plus possible. On est dans le narratif plus que dans la résultante du jet de dés. En gros, on va décrire, quand on est une victime, ce qui se passe sur ce jeu, c'est on va bien décrire ce que l'on essaye de faire. Par exemple, je cours le long de la plateforme et j'essaye de prendre appui au dernier moment, grâce à ma course d'élan, de prendre appui au dernier moment sur la rambarde pour me sauter le plus loin possible, hors de portée du monstre qui me poursuit. En visant de préférence la nacelle en face, ou que sais-je, voilà. Ok, donc
Donc là, le meneur, la meneuse, c'est ce que vous voulez faire. Vous dit, fais-moi ton test. Donc là, vous faites le test, vous vous gaufrez. Du coup, à quel moment ça foire? Pendant que vous courez, quand vous montez sur la rambarde, quand vous sautez, c'est vous qui êtes libre de décrire à quel moment vous vous chiez dessus. Mais vous vous chiez dessus. C'est-à-dire que vous voulez faire ne marche pas du tout. Maintenant, vous pouvez choisir de vous péter la gueule pendant votre course et de vous faire rattraper par la créature, de trébucher quand vous essayez de sauter sur la rambarde et de vous bloquer dessus et de perdre du temps, de rater votre saut et de vous rétamer en bas, c'est votre choix. Mais toujours est-il que sur l'action, vous décrivez ce que vous comptez faire, vous faites le test et vous décrivez la conséquence de votre test. Ça peut être vous réussissez tellement bien que c'est hyper classe, ça peut être vous vous rétamez, ça peut être ouais, c'est fait, voilà, c'est libre. Mais à ce moment-là, c'est comme ça qu'est censé se passer ce jeu. On invite les victimes à décrire leurs actions. On ne se contente pas de dire je saute. On explique voilà qu'est-ce que je fais pour arriver au moment où je vais sauter. En tant que victime, plus vous décrivez de manière efficace, mais il faut rester court, hein, faut pas prendre 1 minute à chaque fois qu'on décrit une action, mais plus vous restez efficace quand vous décrivez ce que vous entreprenez, plus vous vous donnez d'opportunités pour dire à quel moment ça a merdé. Si vous me dites je tire sur la créature et que vous ratez votre test, moi ce que j'entends en tant qu'MJ c'est que vous avez tiré à côté. Maintenant, si vous me dites j'essaie de me cacher légèrement derrière le corps de machin et je tire sur la créature, bon bah je peux vous dire en fait tu t'es jeté à terre, t'appuies sur la gâchette, t'as tiré dans le corps. Ça, je vais l'accepter du coup. Cette sortie-là est possible. Vous vous êtes donné un obstacle entre vous et la créature, vous avez pu potentiellement tirer dans l'obstacle. En gros, plus vous allez décrire la scène, plus vous allez avoir de possibilités de foirer sans que ça soit au maître du jeu, ou à la meneuse, hein, le maître ou la maîtresse de jeu, de choisir à quel moment ça merde. Si c'est vous qui avez bien décrit la scène, vous avez l'opportunité de vous mettre dans la merde, mais de manière contrôlée. Parfois, il vaut mieux trébucher que de tomber dans le vide. C'est bête, mais il vaut mieux trébucher avant le précipice que de tomber dans le précipice. Hein. Parfois, c'est plus intéressant. Mais voilà, donc en gros, le jeu invite à décrire, et je trouve ça cool. J'ai oublié de le préciser dans la précédente vidéo. À partir de la deuxième partie du bouquin de règles, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés de comment ça se passe, afin de pouvoir vous aider à comprendre comment jouer. Il est très important de noter qu'il y a également un encadré qui indique qu'il faut vraiment limiter les jets de dés. Et là, en tant que maître du jeu, je ne peux qu'être d'accord avec cela. Chaque jet de dés peut entraîner une catastrophe pour l'équipe. On n'est pas comme dans Donjons et Dragons. Dans Donjons et Dragons, t'arrives pas à crocheter la porte n'est pas crochetée. Là, t'arrives pas à crocher la porte, tu dois me dire pourquoi t'as pas crocheté la porte, qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi tu es bloqué maintenant, et qu'est-ce qu'il y a qui fait que tu voulais crocheter la porte et qui fait que maintenant t'es dans la merde. En gros, le stress, la panique est permanente, omniprésente, et quand on rate un test, c'est que c'était un test qui était capital, et le fait de l'avoir raté va avoir des conséquences désastreuses. Donc il faut vraiment qu'il y ait très très peu de tests. Que chaque test compte, et que rater un test entraîne un problème. Et par contre, que réussir un test entraîne une solution. C'est les deux. C'est donnant. Le test, il n'est pas fait uniquement pour ne pas être dans la merde. Il est fait pour améliorer sa situation, tout bêtement. Et donc là, on va avoir les règles qui vont être très importantes et qui vont d'ailleurs souligner ce que je viens de dire. Il y a la règle qui indique qu'on n'a qu'une seule chance. Autrement dit, un test ne peut être fait qu'une seule fois. S'il est raté, il est raté. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une autre solution que la solution qui était offerte par la réussite de ce test. Il est possible de travailler en groupe. Travailler en groupe va apporter des bonus. Il n'y a qu'une seule personne qui va faire le test, mais par contre potentiellement elle va avoir des dés en plus. Il va y avoir des modificateurs extérieurs et intérieurs. Auquel cas, donc là, on va augmenter ou diminuer la difficulté grâce aux modificateurs. Ça peut être, par exemple, j'essaie de sauter très loin et en plus on a diminué la gravité, donc ça doit aller, je saute mieux. Ou ça peut être, je porte quelqu'un sur mon dos et j'essaie de sauter très loin, ça va être dur. Donc j'augmente la difficulté. Le modificateur ajoute des dés à lancer ou on retire. Il ne faut pas obtenir 2 réussites. Mais par contre, on peut vous dire, tu vois, tu essayes de démarrer rapidement cette machine, sur ton test, tu vas me retirer 2 dés, parce que la machine, elle est endommagée, ou que sais-je, et par conséquent, tu as 2 dés de moins sur ton test. À la base, tu n'en as que 4, il ne te reste que 2 dés pour réussir ton test. À partir du moment où un personnage, une fois qu'on applique le malus, n'a plus de dés, il ne peut pas faire le test.
Alors, bien sûr, le personnage peut avoir conscience qu'il n'a aucune chance de réussir le test, et par conséquent, il peut tenter autre chose à la place. C'est-à-dire, en fait, voilà, tu lui dis, bah là, t'as -3, dommage, j'ai donné, du coup, je peux pas le faire, fais autre chose. Pour définir la difficulté, il faut être juste. Le jeu est injuste. En fait, là, il n'y a pas besoin d'être sévère en tant que meneur ou meneuse. Le jeu est injuste. Ne mettez pas des malus pour voir si ils réussissent un peu trop, donc je vais leur mettre une difficulté supplémentaire. Non, non, il n'y a pas besoin. Mettez-leur des difficultés liées à ce qui se passe dans l'histoire. Uniquement lié à ce qui se passe dans l'histoire. Aucun malus de ouais mais vas-y, il m'a saoulé, il a réussi 3 tests d'affilée, j'ai envie qu'il rate. Les tests ont pour objectif de tuer. En fait, quand on rate un test, il y a de bonnes chances qu'on se blesse. Ça sert à rien de mettre de la difficulté supplémentaire. Les victimes vont mourir pendant la partie. Donc ça sert à rien de leur mettre des bâtons dans les roues. Ils vont en prendre plein la gueule. Il est vraiment hautement improbable que les victimes s'en sortent. Ça sert à rien d'augmenter la difficulté arbitrairement parce que un tel ou un tel a fait un truc. On s'en fout. On est vraiment pas dans du Donjons et Dragons. C'est là où je veux en venir, en fait, on n'est pas dans du Donjons et Dragons ou une petite erreur parce que voilà, c'était rigolo, vas-y, on le fait. Là, non. C'est vraiment, les victimes vont être en situation difficile permanente, donc il vaut mieux essayer de jauger la difficulté par rapport à la situation et pas par rapport à son appréciation du taux de réussite de l'équipe. Une fois de plus, les victimes sont gagnantes à s'entraider, mais comme elles ont tendance à se foutre des bâtons dans les roues, il y a de bonnes chances qu'elles ne veuillent pas s'entraider. C'est là où c'est rigolo. Il peut y avoir des tests opposés, classiques, hein, celui qui fait le meilleur score gagne. Enfin. Et ensuite, là le bouquin est bien fait, mais je vais pas m'attarder dessus. En gros, je vais vous dire c'est quoi les noms des compétences. Il y en a 12. Chaque compétence, donc là où je trouve que le bouquin est bien fait, donc va vous indiquer des conséquences potentielles aux échecs pour vous donner des pistes de réflexion, les conséquences d'une réussite, même si bon, en général c'est plutôt évident. Vous décrire dans quelles circonstances utiliser la compétence, bien évidemment. Et également, et là c'est intéressant, comment utiliser vos actions d'éclat, donc autrement dit vos réussites excédentaires. Autant quand il s'agit de meuler des tronches, se dire oui je vais augmenter les dégâts que j'inflige est une évidence, autant quand vous faites une action d'éclat en observation, ça peut être intéressant de savoir ce qu'on peut obtenir comme bonus. Donc les compétences sont machine lourde, endurance et combat rapproché, qui vont être basées sur la force du personnage. Le combat rapproché, on pourra en reparler. Franchement, l'utiliser sur la fin, je trouve ça très con, mais c'est pas... Sur l'agilité, nous avons la mobilité du personnage, le pilotage et le combat à distance. Sur l'esprit, donc le côté intellectuel, nous avons l'observation comme tech, donc en gros tout ce qui va être de la progrès, quoi, et survie. Et enfin, sur l'empathie, nous avons manipulation dans le sens manipuler les gens, vraiment psychologiquement, leur mentir, tout ça. Ou leur faire dire ce qu'on a envie qu'ils disent aussi, hein. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être manipulation en tant que je vais t'amener à dire ce que je veux entendre, ou ça peut être je vais te faire croire quelque chose que j'ai envie que tu crois. Soins médicaux, qui est basé sur l'empathie, pourquoi pas. Et bien sûr, le commandement, qui va donc permettre d'essayer d'avoir un semblant de coordination au sein de l'équipe. Et il y a des petits encadrés qui sont très importants. Par exemple, j'aime beaucoup celui-là, j'avais pas fait gaffe. Par rapport à la compétence manipulation, ce n'est pas de la domination mentale. Non, vous avez menti à quelqu'un. Votre mensonge était crédible. Maintenant, la personne est toujours en colère contre vous et veut toujours vous péter la gueule. Ça n'a pas changé cette situation. Mais par contre, elle vous croit. Ça n'a pas changé son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ça a juste changé la manière dont elle perçoit ce que vous avez dit ou fait. Et donc, c'est tout pour les compétences. Donc, comme je le disais, ce bouquin est vraiment bien pensé en termes de présentation d'outils narratifs dans le but de créer une histoire collectivement. Là, au niveau des tests de compétences, on invite vraiment les victimes à prendre le devant de la scène littéralement avant de faire leur test et à réussir avec brio ou à se planter en toute beauté, mais toujours en étant protagoniste de l'action. On met la caméra dessus et vraiment là c'est la victime qui va être la star du moment. Ou le groupe de victimes s'ils décident d'agir de manière collective, bien évidemment. Ce qu'on souhaite mais qui n'arrive que très rarement, malheureusement. Carnet de bord, USCSS Miranda,
19h47. Enregistré par le capitaine Charles. Et merde, Reed a disparu depuis près de 12 heures à présent, et Nat s'inquiète. Où est-il passé, bordel? Il a déjà pris des cuites, mais cette fois, ça suffit. Je vais devoir faire un rapport. Il perdra la moitié de sa part, mais qu'il aille se faire foutre. J'ai envie de dormir. Quatrième partie qui détaille donc les règles de combat et de panique. Donc on va voir quels outils sont fournis pour le meneur, la meneuse, mais également pour les victimes, afin de savoir comment gérer cela en partie. Je ne vais pas passer point par point les règles, j'ai franchement autre chose à faire, et vous aussi. Les règles de toute façon, ça se lit, ça ne s'écoute pas. Par contre, voir comment les exploiter, cela peut nous intéresser. Donc, il y a toujours la même manière de fonctionner dans le bouquin, qui est très bonne. Toujours des petits textes d'ambiance, toujours des exemples, toujours des conseils. On est vraiment dans un ouvrage qui est destiné à un public qui débuterait dans le jeu de rôle, autant que pour un public qui va être plus expérimenté. Les règles étant très simples, ils n'ont pas besoin de détailler pendant des heures et des heures comment elles fonctionnent. Par contre, ils ont besoin de détailler les conséquences des règles et les options offertes aux personnages. Je trouve ça assez intéressant et donc je vais vous détailler ça très rapidement et simplement. Ce chapitre s'appelle Combat et panique, à savoir les deux parts sont aussi capitales dans le jeu. Quand vous êtes en état de panique ou dans une situation de stress, même s'il n'y a pas de menace directe sur vous, vous êtes quand même en péril. C'est le principe de l'univers d'Alien. La menace est constante. Donc ils ont mis dans un seul chapitre les règles concernant le combat et les règles concernant la panique. Les premiers points sur lesquels ils vont insister, ça va être sur l'environnement de l'action. À savoir, ils vont, à juste titre, recommander l'utilisation de plans ou des descriptions qui prennent le temps d'installer un environnement mental clair. En gros, il faut que les victimes sachent par où elles peuvent passer, quelles dimensions elles ont autour d'elles. Est-ce que c'est haut, bas, est-ce qu'elles doivent ramper, est-ce qu'elles peuvent se cacher, ce genre de choses. Les victimes vont avoir besoin de ces informations. Avoir des plans aide si vous n'aimez pas les plans ou que vous êtes dans une situation qui fait que vous ne pouvez pas en faire. Avoir une bonne prise de parole sur la description des lieux, ne pas hésiter à revenir quand les victimes demandent si elles peuvent faire ça ou ça, en disant oh, alors il y a le couloir, il tourne comme ça, donc tu vois jusqu'à telle distance, normalement après c'est comme ça mais t'es pas sûr, t'y es jamais allé, ce genre de choses. En gros, prendre vraiment le temps d'être sûr que tout le monde sache comment c'est autour de soi. Il va y avoir une notion très importante, alors elle est toujours importante dans les jeux de rôle, mais de frontières et de lignes de vue. L'univers de l'horreur repose sur la conscience qu'il y a une menace, mais ne pas savoir où elle est très important. Et par conséquent, avoir ce côté de tu vois pas là-bas, la porte est fermée, c'est trop loin, il y a un obstacle, c'est sombre, voilà. En gros, toujours en permanence, essayer de les garder dans le flou. Si vous regardez un bon film Alien, si on prend le premier film Alien, ce qui est génial, c'est que tant qu'on voit pas la créature au sens de on sait pas où elle est, on est inquiet pour tout le monde, parce que n'importe qui peut se faire attaquer. C'est le principe d'Alien, on ne sait pas où est le monstre. Il est là, mais où ? On ne sait pas. Il observe, il guette, il agit de manière sournoise en essayant de prendre les personnages un par un, c'est un monstre. Troisième notion qui va être importante, ça va être la gestion du temps. La gestion du temps dans ce jeu est divisée en 3 segmentations différentes, à savoir ce qu'on va appeler des quarts. Donc tout simplement, une journée tu la divises en 4 quarts, et donc ça va permettre pour les tâches longues, quand le groupe n'est pas encore dans une action qui s'enchaîne. Par exemple, il va falloir tant d'heures pour remettre en route telle pièce de machine, il va falloir tant d'heures pour déplacer telle chose, et ainsi de suite. On est dans cette mouvance lente, tranquille, la mise en place lourde, oppressive, où on prend conscience que quand on veut que quelque chose se fasse, il faut avoir le temps de le faire. Voilà, donc la notion de quart. Ensuite, il va y avoir ce qu'ils ont appelé les tours. Les tours, on va vraiment être dans l'exploration et on va conseiller, bien évidemment, à partir du moment où une menace est repérée, la discrétion. Donc c'est l'unité de mesure du temps destinée à l'exploration et à la discrétion. Ça peut être aussi, vous êtes coincé quelque part, mais vous essayez de vous faire invisible. Et donc le temps devient de plus... Chaque seconde s'étend, s'étire, et on fait durer la chose. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le round.
seconde, donc là c'est vraiment pour l'action à l'état brut, c'est là maintenant je cours, je saute, je tire, tout ça, là ça se compte en secondes. Donc les unités de mesure, la seconde pour l'action vive, la minute pour l'action continue mais en milieu hostile, et le quart sur quand on a le temps, donc on utilise des heures d'observation, de tranquillité peinarde. Alors après, là, le jeu va parler de tout un tas de bonus, malus, de choses comme ça. Là, je laisserai aux meneurs, meneuses et aux victimes le temps qu'il faut pour assimiler tout ça. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'environnement va apporter des malus et des bonus au test. Que bien sûr, en fonction des situations, on va pouvoir se faciliter ou augmenter la difficulté de tout ce qu'on entreprend. Ce genre de choses. Il va y avoir des modes de déplacement, donc le mode discret, donc là c'est quand on passe justement au mode de tour, donc on essaye de ne pas se faire voir, et donc bien sûr ce mode reste actif, soit jusqu'à ce qu'on arrive à aller en sûreté et donc repasser en mode quart, soit jusqu'à ce que y ait quelque chose qui fasse qu'on rentre dans l'action, soit de façon volontaire, c'est-à-dire on a réussi à tendre une embuscade, ou alors on a été pris en embuscade. On a été repéré. Et donc bien sûr il va y avoir cette notion de déplacement furtif et d'observation. Parfois c'est l'équipe qui initie l'un, parfois elle initie l'autre. Ça va vraiment être circonstanciel, bien évidemment. Ils vont également revenir sur l'utilisation de matériel tels que les détecteurs de mouvement pour justement augmenter le niveau de stress. Ce qui est génial, c'est le côté tout allait bien jusqu'à ce que j'allume ce putain de détecteur au final, par exemple. Ils vont parler de l'ordre d'initiative, de comment on peut changer les initiatives, de l'initiative des groupes de monstres, de tout ça, du tour d'action. L'action dans un tour de combat va être divisée en une action dite lente et une action rapide. Autrement dit, chaque personnage va pouvoir faire 2 activités. La plupart des actions lentes vont requérir de faire un test. La plupart des actions rapides n'en demanderont pas. Bien sûr, il y a des exceptions, comme toujours. Il va y avoir aussi une notion très importante dans l'univers d'Alien d'embuscade et d'attaque furtive. Prendre l'adversaire par surprise, ça va forcément payer. Et il faut se rappeler, on est dans Alien, les xénomorphes, ce sont des créatures qui sont extrêmement douées pour attaquer par surprise. Elles sont bien plus vulnérables quand elles ne prennent pas par surprise, et par conséquent, leur stratégie va grandement reposer sur le fait de prendre la victime par surprise. Après, il va y avoir toutes les options qui vont parler bien évidemment de ce que l'on peut faire au combat, attaquer, se défendre, bloquer, pousser, tout ça. Pareil, les attaques à distance, cibler, ce genre de choses, ça va avoir son importance. La notion de munitions, la notion de réserve qui revient, la notion de protection de zone, toutes ces choses-là qui vont être détaillées dans des petits onglets. Les règles sont pas complexes, c'est ça en fait. Elles se permettent de les détailler parce qu'elles sont très simples. En fait, on va détailler les options, mais on va pas détailler les... Oui, mais alors si tu veux faire ça, tu as moins 4D, et puis tu entre... Non, c'est vraiment, les règles sont simples, et on te dit, voilà, au lieu de tirer, en utilisant ton arme à feu, tu peux faire ça, 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 ou ça. Avec le même test, ce sera juste pas le même effet. C'est intéressant. Et alors ensuite, on va rentrer dans un truc qu'on voit assez peu souvent dans le jeu de rôle, à savoir, voilà, sur 30 pages de règles, il y a 12 pages de comment tu vas mourir. On est vraiment dans un jeu létal. Il va y avoir la notion de dégâts. Dans ce jeu, ça c'est une chose importante, les dégâts sont fixes, que ce soit ceux infligés par l'équipe ou ceux infligés par les créatures. Ou par l'opposition. Autrement dit, quand vous faites un jet de dégâts, enfin un jet d'attaque, par exemple, vous tirez au pistolet, votre pistolet de base, il fait 2 de dégâts quand vous touchez, et vos réussites excédentaires vont infliger des dégâts supplémentaires. Nous mettons ces 3 réussites, donc la première réussite compte pour les 2 dégâts du flingue, plus 2 réussites excédentaires, vous faites un total de 4 dégâts à votre cible. Mais la cible a potentiellement de la protection. Et la protection, par contre, n'est pas fixe. Et ça, c'est pas mal. Mettons que vous ayez une valeur monstrueuse d'armure à 6, cela veut dire que vous allez lancer 6 dés, et que si vous faites D6, vous retirez des dégâts subis. Donc potentiellement, avec 6 dés, vous pouvez supprimer 6 points de dégâts. Généralement, avec 6 dés, vous allez retirer 1 point de dégâts. Donc une grosse protection va permettre en général de diminuer les dégâts
subit, mais pas de grand-chose. Il va y avoir la notion de récupération, et il va y avoir des notions qui vont être assez intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre personnage est mis à terre, il est considéré comme étant brisé. Donc il peut être brisé de plein de façons différentes, il y a un tableau qui détaille ça, mais grosso modo, un personnage brisé, mais encore conscient, va pouvoir ramper, à peu de choses près, mais pas faire grand chose, quoi. Il est pété en deux, il peut plus rien faire, il peut plus attaquer, il peut essayer de s'éloigner, c'est tout ce qu'il peut faire. Il peut plus aider, il peut plus participer. On oublie la notion, quand on est brisé, on oublie la notion d'être utile, on oublie le oui, mais si je rampe jusque là, je peux gêner. Non, quand on est brisé, on peut éventuellement réussir à se traîner à l'écart, mais c'est tout. On oublie la notion de je vais servir à quelque chose, je suis brisé. C'est un truc, il faut vraiment que la victime se mette ça en tête. Quand mon personnage est brisé, il n'a plus aucune utilité, il devient un poids mort pour le groupe, et potentiellement même un otage. Parce que à chaque fois, donc déjà quand un personnage qui est brisé, il y a un risque qu'il meure. Voilà, il y a un test, il faut voir s'il meurt. Mais en plus de ça, à chaque fois il peut se reprendre des tatanes dans la gueule. Et s'il se reprend des tatanes dans la gueule, il refait le test pour savoir s'il meurt. Bon, alors sachant qu'il y a de bonnes chances que ça réussisse de plus en plus à le tuer, parce que voilà. Et il y a bien sûr la possibilité d'infliger un coup de grâce, de faire des blessures critiques, tout ça. Donc il y a tout un détail sur ce genre de choses. Vous avez un tableau qui se tire au D66. Un D66, le principe est très simple. On jette 2 D6 et il y a un dé qui sert pour les dizaines, un dé pour les unités, tout simplement. Et on obtient un résultat entre 11 et 66, mais donc avec une base qui va de 1 à 6. Et donc avec le D66, alors je vais faire simple. À partir de 44 sur les résultats, la blessure peut être mortelle. C'est-à-dire soit elle est mort instantanée, soit elle est mort si tu fais rien. Faire quelque chose, c'est rapide. C'est genre t'as quelques secondes ou si t'as vraiment de la chance, quelques minutes pour que la personne soit sauvée. Après quoi, elle est morte. C'est pour ça que le jeu est extrêmement létal. Parce que généralement, un xénomorphe, il met un coup, t'es à terre et potentiellement déjà en train de mourir. Il est possible de s'en sortir, c'est très peu probable. Et il y a de bonnes chances que, malgré le fait que vous soyez très attaché à votre personnage, qui a tenu jusqu'au 3e acte, dernière scène, là il meurt. C'est dommage, mais en même temps, c'est comme dans un film Alien, jusqu'à la dernière seconde, on peut mourir. C'est ça, Alien, faut pas l'oublier. Ça, c'est pour la partie physique. Et bien sûr, il y a la partie psychologique, qui commence en étant intronisé par traumatismes mentaux permanents. Voilà, c'est le premier tableau de jet qui est proposé. Oui, on peut finir complètement brisé psychologiquement. Et donc, il va y avoir un niveau de stress qui va être croissant en cours de jeu, on a quelques petites options pour diminuer le niveau de stress, mais il a pour vocation d'augmenter. Plus on est stressé, plus on lance de dés, mais plus on a de chances de paniquer. Quand on doit faire un test de panique, ce qu'il se passe, c'est qu'on va lancer un D6 auquel on va ajouter son niveau de stress, et cela va avoir des conséquences sur le personnage. De 1 à 6, quand on a fait ce jet de dés, de 1 à 6, le résultat c'est « ça va, je tiens ». À partir de 7, on commence à trembler, et plus ça va être de la panique, ça peut être se mettre à hurler, ça peut être tomber par terre, je fais plus rien. Voilà, c'est vraiment, le personnage est de plus en plus détruit psychologiquement, il n'arrive plus en fait à soutenir ce qui se passe, entre ses camarades qui meurent, les horreurs environnantes, le fait que putain la radio marche plus, on peut plus contacter la compagnie, on peut plus rien faire, en fait on est coincé et tout. Le personnage entre en situation de panique totale. Ce qui est bien sûr du pain béni pour l'adversaire, pour l'opposition. C'était ce qu'on peut se prendre dans la tronche en combat, plus les conséquences de la petite aventure qui vont faire que le personnage, il est pas bien, il va pas bien, faut dire ce qui est. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres périls, je vais en citer quelques-uns. Mourir de faim, partir dans le vide, tomber malade, se prendre une explosion, se noyer, être confronté à un cyborg, ça aussi ça a un impact, les êtres synthétiques affectent l'état d'esprit de l'équipage, le risque des radiations, et bien évidemment, les monstres. Alors, en type d'opposant, vous avez deux choses. Vous avez les adversaires humains, donc, ou les androïdes, mais en gros, ça va être des personnages qui vont jouer comme les victimes. Ils vont faire les mêmes tests, les mêmes types d'actions, tout ça. Et il va y avoir les monstres. Le xénomorphe, il ne fait que deux choses. Il se cache pour approcher les victimes et il frappe au corps à corps. Et quand il frappe, il ne fait pas de jet d'attaque. Il lance un D6 et on regarde ce qu'il se passe par rapport au type de xénomorphe auquel on a affaire. Il y a des xénomorphes qui vont s'enfuir, il y a des xénomorphes qui vont faire une frappe mortelle direct, il n'y a pas de test, ils tuent. Il faut vraiment faire gaffe sur les tests, les monstres sont ultra létaux. Le petit xénomorphe de merde peut one-shot. Le petit.
Imaginez le gros ce qu'il peut faire. Il faut vraiment insister sur ce point. À partir du moment où il y a les monstres, les personnages sont en danger de mort imminente. C'est génial, ça retranscrit très bien le jeu, mais il y a de bonnes chances que, à partir du moment où on met la présence des xénomorphes, même les néomorphes, les petits trucs et tout, il y a un risque qu'il y ait des personnages qui meurent très vite. Et spoiler alerte, il y a des saloperies, je dirais pas quoi, mais il y a des saloperies dans le scénario proposé par le kit d'initiation. Donc il y a le risque de se faire one shot en ouvrant une porte. Voilà. Faut être clair sur ce point-là. Il existe dans le scénario de base. Et au cas où son personnage meurt, le kit d'initiation propose des PNJ secondaires à jouer qui vont avoir un seul objectif pour l'ensemble de l'histoire. Donc si on n'a pas de bol, on se peut tuer à l'acte 1, on n'a pas accompli l'objectif de son personnage de l'acte 1, donc on fera pas celui de l'acte 2 ni celui de l'acte 3, mais par contre on va avoir un objectif de PNJ pour l'ensemble de l'histoire, au cas où. Les créatures sont mortelles, par contre, il est tout à fait possible de buter. Il est possible, voilà. Par contre, on va être fair play aussi. Les victimes ont de la chance sur les jets de dés, enfin pas de la chance, mais réussissent leur jet. Voient une créature, tirent dessus, la battent, le xénomorphe il meurt. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de. Trois tirs de fusil à pompe dans le xénomorphe, il n'y a plus de xénomorphe, enfin il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à vous inquiéter à ce niveau-là, si vous touchez, vous touchez. Mais il faut toucher. Et donc justement, parlant de toucher et autres, ce sera pour la prochaine partie, à savoir la partie concernant l'équipement, qui est assez intéressante. Ils ont réussi à rendre l'équipement intéressant et narratif dans le jeu, je trouve ça cool. Avant d'arrêter, je vais revenir quand même sur la notion de psychologie et de blessure. Il est très important de comprendre en fait que votre personnage, vous n'avez pas pour vocation à ce qu'il soit brisé, vous n'avez pas pour vocation à ce qu'il devienne fou. Mais c'est un risque que ça se produise. En fait, je vais être honnête, ce serait très étonnant que ça ne se produise pas. Sachant cela, à partir du moment où on sait qu'il y a de bonnes chances que cela se produise, bah autant ne pas se prendre la tête tout de suite et réfléchir d'emblée à comment mon personnage va réagir s'il voit un camarade mourir. Comment est-ce qu'il va réagir s'il se fait arracher une jambe? Comment est-ce qu'il va réagir? Vous pouvez en amont penser à ça. Parce que en fait, c'est un risque que ça arrive. Quand je dis que le jeu est impitoyable, il est impitoyable. Vous pouvez rester avec un personnage qui ne peut plus se déplacer. C'est-à-dire, vous pouvez encore parler, vous êtes le capitaine, vous pouvez encore donner des ordres et tout, mais par contre, vous êtes bloqué sur une chaise. Vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez bien évidemment demander au meneur ou à la meneuse, bah, moi, mon personnage, là, ça me plaît pas de jouer comme ça, est-ce que tu peux me filer un PNJ qui va jouer sur le terrain? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de jouer un personnage qui ne peut pas aller sur le terrain, donc file-moi un personnage qui peut aller sur le terrain, même s'il est moins bien, au moins je pourrais faire quelque chose. À l'inverse, vous pouvez dire, bah écoute, oui, je vais pas pouvoir être utile aux autres, donc à la rigueur, si tu veux, tu me fais faire les jets de dés pour le kiki qui l'accompagne, si voilà, ça te fait plaisir, mais moi je veux rester dans ma cabine, à continuer à donner les instructions, à continuer à monitorer tout, je veux aller jusqu'au bout de cette histoire avec ce personnage-là. Mais par contre, réfléchissez avant même de commencer à que faire si jamais votre personnage se fait pulvériser la tronche, comment vous le vivrez. Comme ça vous évite d'être bloqué par l'injustice de la situation de votre personnage. Partez d'emblée en vous disant, il y a des bonnes chances que mon personnage se retrouve dans une situation injuste. Mais c'est ok. C'est un jeu qui est comme ça, c'est un univers qui est injuste. Mon personnage va probablement être dans une situation injuste. Comment est-ce que je peux en tirer parti? Et je pense, en faisant ça, que vous pouvez prendre du plaisir même si votre personnage se retrouve vraiment dans une situation très déplaisante. Ça restera pénible, hein. Quand on a commencé à s'attacher à un personnage, le fait qu'il se fasse diminuer ou qu'il meure est très déplaisant. Mais à partir du moment où on s'est mis en tête que ça peut arriver, ok, ça c'est noté, ça peut se produire, j'ai un plan B, j'ai un plan C, voilà. Au moins, on a ça en tête. Et c'est plus facile à vivre. Oui, c'est plus facile à vivre si on a en tête le fait que notre personnage va probablement être dans une situation difficile à un moment donné. Carnet de bord, USCSS Miranda, 22h30, enregistré par le capitaine Charles. Impossible de trouver Reed. Nous nous sommes séparés en équipe afin de passer les ponts au peigne fin en vain. Peut-être est-il passé dans les conduits d'entretien pour accéder à la raffinerie pour une raison mystérieuse. Dernière partie du présentation du livret de règles d'Alien, le jeu de rôle. La prochaine vidéo attaquera donc enfin le scénario d'introduction à l'univers.
Mais pour aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'équipement, comment il est présenté et comment il peut être rendu narrativement intéressant. Le bouquin est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Une fois de plus, on note une limitation dans les illustrations. Ils ont des photos de flingues, mais bizarrement, quand il s'agit de montrer un medikit, il n'y a plus personne. C'est assez fréquent dans les jeux de rôle. Si vous découvrez que c'est comme ça dans les bouquins, ne vous inquiétez pas, c'est très fréquent. Néanmoins, penchons-nous sur le bouquin. Déjà, comme toujours, petit texte de présentation, des descriptions assez complètes sur les objets, de comment elles fonctionnent. Parfois, il y a des objets en fait qui vont avoir des effets spéciaux qui vont être décrits dans les onglets destinés à chaque objet. Chaque objet est décrit avec précision. Ça, c'est cool. C'est très appréciable, je trouve. Ils ont pris le temps de décrire chaque objet de l'inventaire de manière à ce que ce soit complet. C'est-à-dire que chaque objet a à peu près 5 à 6 lignes de comment ça s'utilise. Est-ce qu'il y a un test à faire? Est-ce que ça donne un bonus? Est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation? Est-ce qu'il y a des réserves d'énergie? Ce genre de choses. Tout est décrit de manière assez complète et je trouve ça très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir une présentation des objets qui est assez complète, bien faite. En ce qui concerne les armes, dans un premier temps, on va bien évidemment s'attarder sur à quelle portée elles peuvent être utilisées, les dégâts qu'elles font, et un coup hypothétique. Supposons que vous souhaitiez jouer une autre aventure, vous avez suffisamment de matériel de base pour faire une petite histoire. Pas un truc extraordinaire, parce qu'il manque beaucoup de choses, mais vous avez de quoi faire des petites histoires. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez des valeurs d'objets, par exemple, si vous voulez faire quelque chose autour du commerce, tout ça, là, c'est pensé, les prix de la bouffe, ce genre de choses. Tout est mis, même si ça sert à rien pour le one-shot. C'est des notions qui peuvent être utiles quand même. Il est à noter que les armes, en fait, sont indiquées, certaines ont des bonus à l'utilisation, c'est-à-dire que votre arme va être plus précise que la moyenne. C'est un bon outil, et donc, comme tous les outils du jeu, quand ils sont bien, ils donnent des bonus. Donc, vous avez des bonnes armes qui donnent des bonus, et donc des chances de réussir plus efficacement. Vous avez des armes qui n'ont pas du tout de bonus, mais par contre qui font super mal de base, donc bon, bah, celui qui utilise, il a plus de chances de faire très très mal avec, puisque les armes font très très mal de base. Et donc vous avez des notions qui vont être décrites avec des mots de vocabulaire qui sont détaillés, tels que perce les armures, ce genre de choses. C'est utile, c'est important et ça peut servir pendant la partie. Au début du scénario d'introduction, il y a un équipement qui est à distribuer parmi les membres de l'équipage. Ce n'est pas à faire à la légère. Là je le dis autant pour le meneur, la meneuse que pour les victimes. Réfléchissez bien à qui a quoi. Vraiment bien. Je peux pas le dire autrement, que ce soit pour l'armement comme pour l'équipement secondaire. Donc il y a tout un tas de descriptions sur les armes à feu, comment elles fonctionnent, dans quelle situation. Prenez note, vous êtes dans un vaisseau spatial, quand il y a des notions de flamme, ou d'explosion, ou de perçage de blindage, je serai vous, j'y réfléchirai à 2 fois avant de l'utiliser là. Faut vraiment prendre la notion de faut être désespéré pour faire l'usage d'une arme à feu dans un vaisseau spatial. Il y a aussi la notion de combat rapproché. Je recommanderais pas, voilà. Oui, voilà. Vous pouvez, quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix hein, de tout ça. S'il n'y a plus que la baston et le bon vieux pugilat, allez-y. Mais soyons honnêtes, qui a envie de se tabasser au corps à corps contre un xénomorphe? Voilà, c'est aussi bête que ça. Il y a également la description des armures et combinaisons, donc que ce soit les combinaisons spatiales, les armures de type de combat ou des espèces de Gundam, les mechas un peu, ça reste des avantages défensifs et offensifs non négligeables. Alors parfois, en fait, l'avantage défensif peut être grandement handicapé par une situation. Voilà, hein, par exemple, une armure légère, c'est mobile. Voilà, je dis ça, c'est un indice. Il y a la description de ces trucs-là qui est assez poussée, qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on va s'adresser aux autres équipements qui sont tout aussi importants, donc à savoir tout ce qui va toucher autour de l'informatique. Donc là, on va trouver la description de ce qui s'appelle Mother, maman. Dans Alien, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu les films en français, je me rappelle plus s'il y avait déjà cette notion de s'il l'appelait le vaisseau maman. Mais en gros, Mother, c'est l'IA du vaisseau qui va potentiellement guider l'équipage et également lui transmettre les instructions. C'est-à-dire que Mother reçoit des données et elle transmet les ordres à l'équipage. À savoir que l'équipage, sans salaire, donc ça survit dans l'espace. On est toujours dans cette notion de survie. En fait, les personnages sont désespérés au quotidien. S'ils n'ont pas leur salaire, ils peuvent pas vivre, ils veulent perdre leur travail, ils se retrouvent En fait, ils se mettent en danger parce qu'ils n'ont pas le choix, pas parce qu'ils ont envie, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut vraiment prendre cette notion-là. Et Mother, elle transmet les ordres qu'ils reçoivent.
c'est cette présence rassurante qui te fout dans la merde. Il n'est pas possible de communiquer avec Mother partout dans le vaisseau, mais il y a des points d'accès pour pouvoir justement dialoguer avec elle et donc avoir des informations. Donc il y a la notion de stockage de données, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Par contre, il y a la notion de tout ce qui va être l'affichage. Donc que ce soit les hologrammes, les hologrammes, ou que ce soit les détecteurs de mouvement, ce genre de choses, les radars, tout ça, ça va être décrit comment ça fonctionne. Et c'est très intéressant et très important et très angoissant. Pouvoir utiliser ces machines, c'est pouvoir comprendre ce qui se passe dans le vaisseau. Comprendre ce qui se passe dans le vaisseau, c'est pas forcément rassurant. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Voilà. Mais les victimes, vous allez pouvoir, si vous le voulez, faire des diagnostics, ce genre de choses, et puis tirer les conclusions de votre situation. Parfois vous allez faire ah bon bah ça va maintenant c'est cool. Ou alors vous êtes là bah, on est mort en fait. Bon bah c'est super, c'est cool. On a une chance de sortir, faut faire quoi on tente une sortie spatiale. D'accord, très bien. On a que 2 combinaisons et on est 4. C'est très parfait. Ok, pas de soucis. Voilà. Il va y avoir donc les objets anxiogènes, notamment le plus intelligent du jeu, c'est le détecteur de mouvement, que je trouve génial. Le détecteur de mouvement, il fonctionne avec une réserve d'énergie. Donc à chaque fois qu'on active le détecteur de mouvement, on lance un test pour voir si l'énergie du détecteur diminue ou pas. À chaque test, il y a un risque que le détecteur il tombe en panne. Et après, il peut plus fonctionner, il faut aller le faire recharger, il faut retrouver une batterie supplémentaire, ce genre de choses. Vous avez bien évidemment les outils qui vont être indispensables aux réparations et à l'entretien du vaisseau que vous allez devoir probablement effectuer puisque vous êtes dans l'espace et tout seul. Les articles médicaux, je vous souhaite non seulement d'en trouver, mais également d'avoir le temps d'en utiliser, parce que le problème des articles médicaux, ce n'est pas leur absence, c'est le manque de temps que l'on a pour pouvoir s'en servir. Quand on s'est fait empaler un poumon, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour être soigné. Il y a des possibilités de survie, mais il faut que ce soit très rapide, et il faut vraiment pas que ce soit le médecin qui se soit fait empaler, ce serait dommage. Pareil, il y a des produits pharmaceutiques qui vont être décrits, et il y a de la bouffe qui va être décrite, et la bouffe, quand elle est décrite, on va parler de jus de blatte, de trucs comme ça. En fait, ça peut vous mettre une ambiance narrative aussi de vos conditions de vie, de travail, d'à quel point c'est pas forcément le pied ce que vous faites dans la vie. C'est même peut-être très désagréable, mais c'est votre vie. Et donc l'équipement à ce niveau-là est plutôt bien fait. On a une bonne description, le poids que les objets pèsent, où est-ce qu'on peut les trouver, à quoi ils servent, comment ils servent, quelle quantité on a besoin, ce genre de choses, c'est précisé, c'est simple. Alors c'est uniquement pour du vaisseau spatial. C'est vrai que par contre pour faire une aventure sur une colonie agricole, on va être limité avec le kit de base, mais c'est le kit de base. Voilà, c'est normal. Ce que je pense de ce livre de règles, bah il est excellent. Voilà, je vais même pas aller plus loin, je vais pas essayer de rentrer dans des détails, je vais pas faire plus. Moi je pense vous avoir montré toutes les opportunités narratives. En 5 parties là, vous avez toutes les opportunités narratives qui sont offertes par un petit livret de règles. Il est tout petit ce livret de règles et il invite les victimes, autant que le meneur et la meneuse, à penser avec leur cœur, à réfléchir avec leur personnage, à toujours être, présente dans l'action, dans la réflexion, tirer des conclusions, que ce soit par rapport à leur réussite ou à leurs échecs, se dire ah ouais, donc vu que ça s'est passé comme ça, les conséquences ça va être ça. Voilà, demander aux victimes de choisir elles-mêmes quelles vont être les conséquences de leurs échecs, en sachant qu'elles vont devoir se foutre dans la merde d'elles-mêmes en gros, qu'elles vont devoir choisir à quel point elles vont se mettre dans l'embarras. À savoir, ça peut être une occasion de faire preuve d'héroïsme, ou alors de faire preuve de puterie. Je trouve ça intéressant, la notion d'objectif qui est proposée, donc en mode cinéma, que chaque victime ait ses objectifs à accomplir en plus de l'histoire qui est déjà bien difficile. En fait, faut ça, sans les objectifs, l'histoire est déjà quasi impossible. Avec les objectifs, elle devient possible pour toi, mais pas pour les autres. C'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, en réussissant vos objectifs, vous obtenez des réussites automatiques. Et les réussites automatiques, utilisées intelligemment, elles permettent de sortir de bien des problèmes. Donc voilà, je trouve le système de jeu très intéressant. J'ai hâte de vous présenter le scénario, du coup, qui viendra donc la semaine prochaine. Pareil, en 5 vidéos, introduction sur la présentation de comment fonctionne le livre, puis des vidéos sur les 3 actes, puis ma conclusion, une petite vidéo de conclusion. La partie livre de règles, je la trouve excellente, et je ne vois pour l'instant aucune raison de ne pas prendre ce kit de démarrage.
C'était Aznahar, je suis là pour vous aider à préparer vos histoires. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à passer me dire un petit coucou sur Twitch si vous voulez, même parler de jeux de rôle sur Twitch pendant que je fais autre chose, il n'y a pas de souci, je reste ouvert à ça. Je suis moins attentif à ce qui se passe en général quand je suis sur certains jeux ou quand je suis en train de peindre. Il n'y a surtout pas à hésiter à venir m'interrompre pendant mes lives pour me poser des questions autour du jeu de rôle. Une chaîne qui est aussi dédiée au jeu de rôle, ma chaîne Twitch. Par contre, pendant que je suis en live jeu de rôle, ça sert à rien de me poser des questions techniques, je suis concentré sur le live du jeu de rôle, pas sur les points techniques, donc ça sert strictement à rien à ces moments-là, je préfère prévenir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt. Tchuss. Carnet de bord, USCSS Miranda, 26h50. Enregistré par le capitaine Charlies. Reed est mort. Nous avons trouvé son corps dans le module raffinerie. Celui qui a fait ça lui a brisé les côtes et lui a arraché le cœur de la poitrine. Je n'avais jamais vu autant de sang. J'ai contacté les marshals coloniaux pour qu'ils nous envoient une équipe de sécurité nous retrouver. Je serais tenté de distribuer les armes de bord, mais j'ignore si l'un d'entre nous est le tueur ou si nous avons embarqué un passager clandestin. Pour l'heure, je serai donc la seule armée.